c'est d'un secteur relativement méconnu du grand public dont on va parler ce matin, la protection juridique des majeurs, donc tutelle ou curatelle, mais qui concerne pourtant près de 1000 personnes en Guyane, avec l'âge, la maladie, le handicap ou les accidents de la vie. La vulnérabilité fait que de nombreuses femmes et hommes ne sont plus en capacité de s'assumer seuls pour gérer leur compte ou réaliser leurs démarches administratives. C'est à ce moment-là qu'une protection peut se mettre en place. Après une expertise médicale, la justice peut en effet désigner un tuteur ou un mandateur judiciaire, soit un membre de la famille, un tuteur indépendant ou une association spécialisée. En Guyane, l'ATG, l'association tutélaire de Guyane, s'occupe d'environ 600 personnes et fait partie de la Fédération nationale des associations tutélaires. Son président est avec nous ce matin, Ange Finistrosa, bonjour. Bonjour Victor, bonjour à tous. Et bienvenue sur Radio Pays, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc en Guyane en ce moment à l'occasion de cette semaine, la semaine nationale de la protection juridique des majeurs. Il y aura aujourd'hui un colloque, mercredi une journée porte ouverte et samedi une exposition et des podcasts au cœur de la tutelle dans les galeries commerciales Montjoly 2 et Carrefour Matoury. J'aimerais déjà, pour commencer, Ange Finistrosa, avoir votre avis. Comment est-ce que vous expliquez le manque de connaissances qu'il y a dans l'espace public autour de votre secteur protection juridique des majeurs? J'ai l'impression que ça parle pas à beaucoup de monde. À vos yeux, la raison, c'est quoi? La raison, le côté juridique administratif qui est complexe, ou bien aussi parce que c'est un domaine qui touche à des personnes vulnérables et qui donc sont majoritairement invisibilisées, on va dire, dans notre société actuelle. Alors déjà, merci beaucoup pour votre invitation et de faire écho un peu à notre secteur. Alors, vous avez un peu donné toutes les réponses possibles, mais on va les reprendre très très rapidement. Bien sûr. Déjà, on est un petit peu dans l'angle mort du rétroviseur un peu de tout le monde. C'est-à-dire que déjà la société ne s'est pas emparée de ce grand chantier, de ce vaste sujet. Ensuite, il y a une méconnaissance en fait des dispositifs. Il y a aussi la peur du juge, parce que n'oublions pas que le point de départ de la mesure de protection, curatelle ou tutelle, que ça soit auprès de la famille ou auprès des porteurs professionnels, eh bien ça démarre par une décision du juge. Et dans l'imaginaire collectif, eh bien le juge c'est la personne qui envoie en prison, qui rappelle la loi, etc., etc. Et finalement de voir l'intervention du juge pour protéger la personne, eh bien c'est quelque chose qui est assez méconnu. C'est aussi assez méconnu parce que on est un petit peu transverse dans les dispositifs. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont en protection pour des problèmes liés à l'âge, donc le vieillissement, d'autres liés au handicap, d'autres liés à des troubles mentaux. Et vous savez, on aime bien les silos en France. Et d'une manière générale, nous, on est assez transversaux. Et je pense que cette transversalité fait que il y a une méconnaissance et c'est peu connu. Et puis j'allais dire, s'il fallait un peu la cerise qui écrase le gâteau, si vous me passez l'expression, c'est qu'il y a un défaut d'un portage national, d'un portage politique, que ça soit sur les territoires ou au niveau national. Il y a des administrations concernées, mais il n'y a pas de vrai portage. Je vous donne juste une petite comparaison. Bien sûr. Donc il y a à peu près 1 million de personnes au niveau de l'Hexagone et dans les territoires ultramarins qui bénéficient d'une mesure de protection. Donc 1 million de personnes. Et si vous prenez la protection judiciaire de la jeunesse, pour les mineurs, il y a à peu près 250 000 mineurs qui bénéficient d'un accompagnement judiciaire. Alors que, je me permets de vous couper, pour le coup, la PJJ, tout le monde la connaît, j'ai l'impression. Eh ben, c'est exactement ce que je voulais vous préciser. Il y a non seulement au ministère de la Justice un fléchage avec une direction qui la porte, mais c'est beaucoup plus connu. Donc, vous voyez un petit peu la disproportion, alors que l'utilité de la mesure de protection, enfin, on a fait une étude, si je peux encore aller jusque-là, une étude qui a rapporté que notre secteur il y a un retour d'investissement fait des gains socio-économiques. Juste un chiffre, un seul chiffre, quand l'État met 1 euro sur la table pour le secteur de la protection juridique des majeurs, c'est 1,50 € de gains socio-économiques pour la collectivité. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une meilleure prise en compte du logement, des sans-abrismes, lutte contre le sans-abrisme, il y a la réouverture des droits pour les personnes, il y a l'évitement du placement de la personne en EHPAD ou en institution, parce qu'on maintient au maximum à domicile. D'accord. On réouvre les droits, on réinjecte pour l'économie. Donc il y a toute une chaîne, si vous voulez, qui fait que, au final, il y a des gains socio-économiques pour la collectivité. Vous avez parlé de transversalité il y a quelques minutes. Comment dire ça, le fil conducteur, ça reste quand même des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité et qui ont besoin d'une aide extérieure. C'est comme ça qu'on peut à peu près présenter les choses. Oui, de façon très schématique, effectivement. Donc, on parle de personnes qui sont vulnérables, même je dirais d'ultra vulnérabilité, parce que attention, c'est pas parce que je suis vulnérable que je serai en protection. Bien sûr. Toutes les personnes vulnérables ne sont pas en curatelle en tutelle et il n'y a pas de difficulté là-dessus. On est sûrement la partie de la population la plus vulnérable d'entre nous, la plus fragile, pour qui
on a constaté que cette vulnérabilité ne leur permettait pas de faire société, d'être citoyens à part entière, d'exercer leurs droits, de gérer leur budget, d'avoir une vie citoyenne, j'allais dire, tout simplement. Vous-même d'ailleurs, Ange Finistrosa, vous plaidez pour une meilleure reconnaissance du secteur, une clarification aussi des missions des mandataires judiciaires, mais aussi davantage de sensibilisation de la part du grand public sur la protection juridique des majeurs. Ça doit passer par quoi finalement pour arriver à structurer de plus en plus tout votre secteur? Alors déjà, par l'émission d'aujourd'hui, d'ailleurs merci beaucoup donc de nous donner la parole aussi. C'est faire connaître et reconnaître. C'est parler au maximum de ce que sont d'abord les personnes en protection, parler aussi au maximum des professionnels qui interviennent. Et je profite d'être à votre antenne pour vraiment les saluer ici en Guyane et partout ceux qui nous écoutent, parce que je n'imagine pas votre audience très largement. Et de ce fait-là, faire connaître, intervenir aussi dans le champ éducatif, scolaire et universitaire pour faire connaître ces métiers, pour pas le découvrir le métier à un moment donné où on fait un bilan de compétences, où on veut se réorienter. C'est aussi aider les familles, aider les familles. N'oublions pas que les principaux protecteurs, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Mais encore faut-il leur donner les moyens, l'information, de simplifier, de clarifier. Est-ce que, mine de rien, encore aujourd'hui, un des problèmes, c'est que, on subit encore la vision historiquement très paternaliste de votre secteur. Aujourd'hui, on dit protection des majeurs, mais avant, on parlait d'incapacité. La loi de 1968, c'était justement sur les incapables majeurs. Évidemment qu'il y avait un effet très très stigmatisant pour les personnes qui étaient concernées. Mais complètement, et de vous l'entendre de nouveau, c'est un terme que j'utilise plus, même si dans mes études je l'ai croisé, mais ça fait saigner les oreilles, si vous me passez l'expression. Effectivement, donc incapable majeur, vous vous rendez compte ce que ça renvoie sur la société. On l'évoquait, il y a une étude qui a rapporté la preuve que lorsqu'une personne déclare qu'elle est en situation d'être en curatelle ou en tutelle, elle est frappée par une espèce de disqualification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dites que vous bénéficiez de la mesure de protection, on ne vous regarde plus pareil. Vous devenez presque un objet, au mieux un enfant, au pire une personne âgée pour qui on a beaucoup de respect, mais vous ne lui parlez plus pareil, vous n'écoutez plus sa façon de s'exprimer, vous n'allez plus chercher ce qu'elle voudrait, elle, faire pour elle-même. Et c'est quand même dingue d'en arriver là. Alors il y a eu beaucoup de chemin, beaucoup d'évolution, et heureusement, à l'époque, en 1968, incapable majeur, on faisait un peu de la bienfaisance. Aujourd'hui, on est dans la bientraitance, on est dans la professionnalisation. On a un secteur qui, la loi, le législateur a posé des principes aujourd'hui, a rappelé des principes. La personne décide d'abord elle-même, seule pour elle-même. Je veux me faire vacciner, je décide tout seul. C'est pas mon tuteur ou mon curateur qui décide. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ange Finistrosa, concrètement, comment est-ce que ça se passe? On va dire du signalement. Donc, je me rends compte, par exemple, que ma mère ou mon grand-père commence à avoir du mal à se débrouiller seul, jusqu'au déclenchement du dispositif de protection. C'est quoi les étapes? Qui décide? Et surtout, il faut qu'il y ait quels critères pour que le juge des tutelles finisse par dire, oui, telle personne a besoin d'une protection? Alors, c'est à la fois simple, et un peu long. Alors simple parce qu'en fait il suffit à partir du moment où vous décelez parmi vos proches ou de quelqu'un que la vulnérabilité pose des problèmes au quotidien, difficulté à gérer son argent, difficulté à prendre des décisions, eh bien la première des choses à faire, c'est de voir dans la famille si quelqu'un peut ou voudrait s'en occuper, puisque la loi permet, avant même d'arriver devant le juge, qu'il y ait des dispositifs qui puissent aider les familles. Et si vraiment on ne peut pas, il n'y arrive pas, il faut aller voir un médecin expert qui constate l'état médical, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne place pas quelqu'un en protection parce qu'on aurait besoin de s'occuper d'elle. On n'est pas dans la charité, attention, on est dans la solidarité, ça c'est quand même assez important. Donc on voit un médecin qui constate l'état médical, le juge, on remplit un dossier devant le juge reçoit la personne à protéger, écoute l'entourage, et le juge doit constater si l'état de santé de la personne tel que c'est présenté dans l'expertise, empêche ou pas la personne concernée d'avoir sa vie civile. Et selon ce qu'il constate lui-même entre les éléments médicaux, ce qu'il a entendu et l'audition de la personne à protéger, il prend la décision de mettre la mesure. En termes de timing, j'allais dire le plus long, c'est de prendre la décision, parce que c'est pas facile, on culpabilise, on ne sait pas où aller, non plus, des fois on n'a pas tout simplement l'info, ça paraît long, et puis encore une fois, je vous redis ce que je disais tout à l'heure, aller devant un juge, c'est pas simple, dire qu'on a rempli un dossier pour son parent, de dire, pour signaler au juge qu'il va pas bien, il y a beaucoup de culpabilité, alors qu'il faut vraiment se dire que ça va aider la famille et les personnes. Oui, c'est une décision finalement qui va être autant difficile pour l'entourage, la famille, les proches, que pour la personne concernée, en fait. Complètement. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site à la FNAT. On a rédigé les 10 idées reçues, vous savez, les 10 idées reçues lorsqu'une personne est en protection. Alors oui, elle garde son droit de vote, oui, elle décide elle-même, oui, l'argent c'est pour elle, on prend pas l'argent des gens, l'argent est affecté pour la personne. Mais vous l'avez dit, c'est difficile
pour les proches et l'entourage quand il y en a, et la personne en protection. Parce que vous savez, quand vous allez la première fois au domicile de la personne à protéger, que vous lui expliquez que le juge a pris une décision, que vous lui demandez ses éléments personnels, sa vie, sa carte bancaire, ce qu'elle touche, ce qu'elle vit, c'est très intrusif, Oui. Mais justement, comment est-ce que ça se passe en général? Je suppose que les cas de figure, ils sont nombreux et différents, mais comment est-ce que ça se passe pour les personnes à qui un beau jour on vient dire, voilà, vous avez besoin d'aide, on va s'occuper de vous? Est-ce qu'il y a un travail aussi à faire entre les personnes protégées et les professionnels de votre fédération? Alors complètement, et d'ailleurs, on est très motivé, engagé et formé pour la prise de contact, pour l'acceptabilité, pour que la personne accepte la mesure de protection, parce que c'est pas simple, le quotidien va changer. Donc, j'allais dire, on n'a pas de baguette magique. Par contre, le premier élément, c'est le temps de construire la relation, le temps. On est dans des métiers du lien, le temps de mettre des éléments de confiance. Parce que il faut aller la chercher, la confiance chez la personne. Elle ne nous connaît pas. On arrive avec une décision du juge. Donc, premier élément, c'est la temporalité, faire connaissance, expliquer comment fonctionner. Deuxième élément, j'allais dire, c'est de mettre en œuvre de façon concrète les actions. Je n'avais pas droit au logement, j'ouvre un dossier de droit au logement. Je pouvais optimiser mes revenus, j'avais le RSA, j'ai droit à l'allocation d'handicapé, j'active. Et alors, une fois que le juge des tutelles prend sa décision, pourquoi parfois ce sera un proche et pourquoi parfois des associations comme la vôtre qui vont s'occuper des personnes, Ange-Phyllis-Rosa? Alors d'abord, le juge va d'abord demander à la personne concernée, et c'est important que ceux qui nous écoutent l'aient bien en tête, la personne, on va toujours lui demander qui elle souhaiterait qui s'occupe d'elle. C'est très important de le dire, et ça vient briser le côté incapable majeur. Je te demande pour qui tu veux qui s'occupe de toi. Donc la personne donne son choix. Le juge évalue s'il y a de la famille, et si la famille est capable, s'il y a une mésentente ou pas familiale, s'il y a des conflits d'intérêts ou pas familiaux, et en fonction de la criticité de la situation, de la spécificité de la situation, parfois il vaut mieux qu'il y ait un tiers, mais parfois le tiers, comme une association comme l'ATG en Guyane, de gérer la mesure de protection, parfois le tiers, je pense à mes collègues de l'ATG, vont gérer la mesure de protection, puis à un moment donné, elle retournera à la famille, si tout est stabilisé. C'est le juge qui décide, il demande l'avis, il faut que la famille soit présente. Aujourd'hui, vous avez une espèce de mosaïque dans des situations familiales, avec des personnes qui partent en Hexagone par exemple, où les proches sont plus forcément ici, une difficulté de repérer qui est de la famille, vous connaissez les difficultés de retracer les papiers, de retracer les liens familiaux, donc tous ces éléments-là concourent à ce que le juge il sait pas, vous savez, lui pareil, le juge il prend le dossier, il découvre la personne, donc on demande à la personne, on vérifie si dans les proches ou la famille il y a quelqu'un qui peut s'en occuper, et si on ne peut pas, au titre de la solidarité nationale, c'est une association comme l'ATG qui s'en occupera. En tout cas, peu importe les situations, à la base, pour motiver la décision du juge, il faut une expertise médicale. Quoi qu'il arrive, toujours un élément médical. Et en se basant sur quels critères finalement? À partir de quel moment on est capable de dire si, oui ou non, telle ou telle personne n'est plus en capacité de se débrouiller seule? Alors déjà, ça dépend l'élément de vulnérabilité que vous auriez, le plus saillant, le plus fort. Est-ce que vous êtes dans du handicap? Est-ce que vous êtes dans la maladie mentale? Est-ce que vous êtes dans du vieillissement? Je prends les personnes âgées par exemple. Maladie dégénérative, on connaît tous. Maladie d'Alzheimer, c'est la plus connue. Quand vos proches constatent que il y a de plus en plus de difficultés, c'est à ce moment-là, en lien avec les professionnels de santé, avec le médecin, de dire il faudrait peut-être qu'on arrive à activer une mesure de protection si la famille, encore une fois, et je réinsiste, si la famille ne peut pas ou ne peut pas s'en occuper. D'accord. Et ce sont ces éléments-là. Alors les éléments, j'allais dire, quels sont les signaux faibles, j'allais dire. Les signaux faibles, c'est déjà, est-ce que je m'occupe de mes papiers, d'une manière générale? Est-ce que ça s'entasse le courrier, par exemple, dans la boîte aux lettres? Est-ce que j'ai des retards d'impayés de loyer ou autre parce que je ne suis plus en capacité, je n'ai plus la force, l'énergie, les capacités à m'occuper? Est-ce que, si on revient à la maladie mentale, que ce soit des personnes atteintes de schizophrénie, de paranoïa, est-ce que, ces personnes sont en errance, sont en déshérence? Est-ce que quelqu'un a repéré ces difficultés-là? C'est tout ça, en fait, les signaux faibles qui amèneraient à aller vers le médecin pour qu'il constate. Important de le dire, vous ne serez jamais placé en protection s'il n'y a pas un élément médical qui vient d'abord constater la vulnérabilité. Et les signalements, ils viennent d'où majoritairement? Ce sont des proches ou pas? Parce que j'ai lu que de temps en temps, ça pouvait être un banquier parfois qui se rendait compte qu'un de ses clients se mettait à gérer son argent de manière un petit peu étrange alors que il l'avait habitué à gérer à peu près bien les choses. Voilà, est-ce que toutes les personnes qui sont en capacité de signaler, ça peut être qui? Alors en fait, ça peut être tout le monde, vous l'avez bien dit. Donc essentiellement, alors ce qu'on retrouve dans les stats, c'est d'abord ce sont les services sociaux d'une manière générale qui ont déjà repéré les familles. Et là, attention, c'est pour les familles qui seraient les personnes qui seraient repérées. Ensuite, il y a la famille elle-même, parce que parfois la famille constate que ça ne va pas et il y a une mésentente dans la famille. Donc on redoute que tel proche puisse capter tel élément de patrimoine de la personne qui est vulnérable. Donc on va s'activer, on va aller vers les mesures de protection. Et puis il y a les professionnels concernés. Vous l'avez évoqué, le banquier.
On aurait beaucoup de situations et d'exemples à vous relayer sur. Alors, comment ça commence avec la banque, par exemple? Je vais dire, les premiers signaux faibles, c'est procuration générale sur les comptes. Voilà. Alors, quand on a une personne, son proche, qui vieillit ou qui devient vulnérable, par commodité, on le fait. Là où ça devient un peu un glissement, c'est quand, sous prétexte de la procuration générale à la banque, par exemple, j'éloigne de plus en plus la personne vulnérable de l'accès aux informations. D'accord. Je mélange mes courses et ses courses. Je ne lui donne plus ses papiers. Je l'isole administrativement et le banquier commence à avoir des mouvements financiers anormaux. Imaginez le banquier, il a suivi pendant X années le compte de telle personne, et puis d'un coup, il voit arriver des montants qui sont, alors quand il y a de l'argent, mais même sur des petits montants, hein, je veux aussi alerter, c'est pas que l'affaire des gens qui ont du patrimoine, hein, c'est aussi, on va imaginer quelqu'un qui a 900 € de revenus mensuels, et bien d'un coup de voir 300 ou 400 de retrait, alors que c'est une personne qui était pas du tout avec l'utilisation de la carte bancaire, ce sont des signaux d'alerte. Alors, une fois que vous intervenez, je suis Nistrosa, et vous m'avez dit cette phrase tout à l'heure avant d'entrer en studio, on s'occupe d'énormément de choses, du paquet de cigarettes jusqu'au décès de la personne. Votre secteur, en fait, il recouvre énormément de réalités, toutes les réalités du quotidien d'une personne. Eh bien, c'est ça. Et en fait, c'est à la fois la richesse et la difficulté de notre secteur, c'est que une personne qui bénéficie d'une mesure de protection, eh bien, on fait un budget avec elle. Un budget, c'est pour payer les cigarettes, pour la nourriture. Donc, on évoque ces éléments-là. Alors, je veux immédiatement faire une précision. Nous n'allons pas acheter les paquets de cigarettes pour les personnes, nous n'allons pas faire les courses. Mais effectivement, quand on détermine quel est le montant, l'argent à disposition pour la semaine, ses espèces en fait, son cash, entre guillemets, eh bien on évoque son budget et jusqu'au décès parce que ça nous arrivera de décéder. Et donc le mieux c'est de l'anticiper. Alors notamment je pense pour les personnes qui sont plutôt âgées, en disant mais qu'est-ce que vous souhaiteriez quand vous serez plus là, est-ce qu'il y a un rite particulier, est-ce qu'il y a un lieu particulier, est-ce qu'il y a des souhaits, voilà. On essaie d'aborder tout ça et puis au milieu c'est voir est-ce que le logement va bien, est-ce que le budget tient, est-ce que tous les droits de la personne ont été ouverts, est-ce qu'au niveau de la santé, tous les professionnels de santé à mobiliser l'ont été, est-ce qu'il y a des difficultés particulières à avoir, est-ce que on remet la personne dans la société, on refait le lien société. Un truc tout bête par exemple, beaucoup de personnes imaginaient qu'à partir du moment où vous êtes en tutelle, vous pouvez pas voter. Eh ben non, c'est faux. Vous m'entendez? C'est faux. Une personne en tutelle, elle peut voter. Autre idée reçue, si je dois me faire opérer, c'est mon curateur ou mon tuteur qui décide pour moi. Non. Vous restez un patient. Le lien entre le professionnel de santé et vous, il reste. La mesure de protection, c'est juste pour une protection de plus. On continue de rester une personne à part entière. Exactement. Et vous avez important de le dire parce que c'est vrai qu'en faisant mes recherches, je me rendais compte qu'il y avait parfois beaucoup de confusion entre les métiers, les professionnels de votre secteur et assistant social, infirmière, femme de ménage, toutes ces professions finalement qui peuvent parfois être confondues avec ce que vous faites, mais c'est deux choses radicalement différentes. Alors complètement, et merci de le souligner, c'est que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, nous sommes des intervenants socio-judiciaires. Oui. C'est qu'on part d'une décision du juge et on est en lien avec toute la sphère de ce qu'on appelle le champ sanitaire et social. Oui. Mais nous ne sommes pas des assistants sociaux, nous ne sommes pas des éducateurs spécialisés, nous ne sommes pas des intervenants à domicile. On est en lien avec eux. Et vous savez, dans notre métier, à la fois ce qui est passionnant et parfois épuisant, c'est qu'on est en permanence en train de déterminer nos limites, le qui fait quoi. Vous savez, tout n'est pas écrit dans les textes. Si c'était aussi simple que ça, vous prenez le code civil ou le code de l'action sociale et des familles, puis vous listez, ça je fais, ça je fais pas, ça je fais, ça je fais pas. Malheureusement ou heureusement, dans la vie de tous les jours, c'est pas ça. Bien sûr, c'est difficile de pas donner un coup de main à une personne qu'on voit assez régulièrement parce que elle n'a peut-être pas les moyens humains ou financiers pour avoir une personne qui va l'aider dans des tâches tout à fait quotidiennes. Exactement. Et puis nous, il y a en tout cas notre fédération le porte et les professionnels, comme les professionnels de l'ATG en Guyane, sont intimement convaincus. Nous n'abandonnons jamais les personnes. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Un dernier petit exemple, sur la limite des missions des uns des autres. Vous achetez une télé à quelqu'un. Elle a plus de télé, ok, on va lui livrer, on commande, etc. On le fait livrer. Qui s'occupe de savoir si la télé est bien installée? Qui s'occupe de savoir si la box est bien reliée? C'est pas la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mais si personne ne le fait. Vous voyez, c'est ça les champs un peu complexes. Eh bien, si personne ne le fait, on cherche dans l'entourage, on cherche auprès des voisins, on cherche voir si la personne financièrement elle peut avoir. Parfois, il y a des options en disant installation plus connexion. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Mais ça, c'est du concret dans le quotidien. C'est pas nos missions, mais on n'abandonne pas la personne. Alors, Ange Nistrosa, un des objectifs de cette semaine, donc, qui est organisé
à partir d'aujourd'hui, c'est non seulement de faire comprendre, faire prendre conscience que la protection juridique des majeurs, c'est un vrai enjeu de société, mais aussi de valoriser les métiers de votre secteur et notamment auprès des jeunes, donc les lycéens et les étudiants qui pourraient peut-être être intéressés. Pour ce qui est de la Guyane, sur le nombre de professionnels, est-ce qu'il y a suffisamment de structures, de mandateurs judiciaires pour accompagner toutes les personnes qui en ont besoin? Alors malheureusement non, et vraiment je suis ravi d'être à votre micro aujourd'hui pour lancer un appel, dire, à l'appel de la Guyane. Si vous avez besoin de personnes? On a besoin de personnes, on est un secteur où on a une pénurie de candidats, donc on recrute. Il faut former. Aujourd'hui on a une licence professionnelle, c'est-à-dire que pour exercer le métier de MJPM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il faut être titulaire d'un bac+2 et ensuite entrer en formation avec l'université. En Guyane, on a une difficulté, c'est que nous n'avons pas l'opérateur universitaire de Guyane, pour l'instant, n'a pas ouvert la licence 3 professionnelle. Donc à charge pour nous de les convaincre, à charge pour nous de trouver les opérateurs. Jusqu'ici, c'était les écoles de travail social qui formaient. Il y a une réforme importante qui a précisé que maintenant, il fallait que ça soit une licence 3 professionnelle. Donc, il y a, en lien avec l'Hexagone, des projets à distance, mais c'est mollement satisfaisant. Et est-ce que, alors que, la démographie, évidemment, n'est pas la même que dans l'Hexagone, mais on sait bien que le nombre de personnes qui sont placées sous tutelle ou sous curatelle, c'est en constante augmentation depuis les dernières années. Pour la Guyane, ça donne quoi? Est-ce que, si on fait un petit peu de projection, là, dans les 10 prochaines années, on arrive à peu près à savoir combien de personnes pourraient avoir besoin d'une protection, finalement, Ange Finistrosa? Alors, 3 chiffres. D'abord, vous savez qu'en France, on a une difficulté avec les chiffres. Il y a toujours selon la police, selon les organisateurs. Eh bien, notre secteur n'y échappe pas. Donc, vous voyez comme on y est. Alors, déjà, en Guyane, selon les chiffres, parce que tout n'est pas déclaré, il y aurait actuellement autour de 1200 personnes protégées. Voilà, ça c'est le nombre de personnes qui bénéficieraient d'une mesure de protection, à confirmer par la DGCOPOP et les services judiciaires. Et comment ça se fait que ce soit aussi difficile d'avoir des chiffres alors qu'il y a quand même la justice qui arrive dans la boucle? Écoutez, moi ça fait des années à la FNAT où on réclame la mise en place d'un observatoire, parce qu'on est incapable de dire combien de personnes précisément bénéficient de la mesure de protection, parce que ça aussi c'est ce qu'on disait, c'est le pilotage. Vous voyez, en début d'interview, on se disait mais qu'est-ce qui manque à notre secteur? Ce pilotage-là, c'est d'avoir à ce que le ministère de la Justice et les autres opérateurs se parlent et les mêmes chiffres, les mettent en commun. D'une manière générale, aujourd'hui, il y a 1 million de personnes protégées en France et dans les territoires ultramarins. 1 million de personnes. Il y a une étude qui indique qu'en 2040, donc dans 15 ans à peu près, en 2040, il y aura le doublement de personnes à protéger. On va passer de 1 million à 2 millions. Petite parenthèse, je ne suis pas sûr que l'État souhaite financer 2 millions de personnes à protéger. Mais en tout cas, c'est un sujet. En Guyane, donc la difficulté, c'est d'avoir les vrais chiffres, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne se déclarent pas, ne vont pas avoir le réflexe de savoir que pour leur situation, il pourrait y avoir une mesure de protection qui pourrait les aider, parce que je vous l'ai dit, on va pas voir le juge, parce que parfois on n'a pas ses papiers, parce que financièrement, on s'habitue dans l'ultra-pauvreté. Vous vous rendez compte? Le regard sur la personne vulnérable, et puis s'habitue, et puis ce sont parfois des personnes qui sont considérées comme des choses, on fait plus attention, on les voit errer, voilà. Donc, il y a une difficulté d'avoir une perception plus fine pour les personnes à protéger, et encore une fois, il ne s'agit pas de protéger tout le monde, mais celles qui en auraient le plus besoin. Donc au niveau national, 1 million de personnes à protéger, le doublement dans 15 ans. En Guyane, une difficulté fine d'avoir les chiffres. En gros, il y a 1% de la population qui devrait être en protection. En Guyane, on est à la moitié, ce qui nous montre qu'il nous manquerait, en tout cas, les personnes ne se sont pas déclarées qui seraient dans le besoin. Ce serait ça l'idée. Mais est-ce que ça vous arrive finalement assez régulièrement, ici en Guyane comme ailleurs, de tomber au bout d'un moment sur une personne qui est passée sous les radars pendant des années, qui aurait dû avoir besoin d'être placée sous tutelle ou curatelle à un certain moment de sa vie? Ça ne l'a pas été pour plein de raisons, et en fait vous vous rendez compte que du coup elle a énormément souffert pendant très très longtemps. Ah mais alors c'est tous les jours, vraiment tous les jours, c'est triste à le dire, mais tous les jours. Et vous savez, le filet de sécurité, le premier déclenchement, c'est quand la personne est hospitalisée. Et là, patatras. Là, ça y est, elle rentre dans le soin, donc déjà on est ravi que la personne rentre dans le soin, et on commence à préparer les dossiers, etc. Puis mais est-ce que la personne a sa sécurité sociale? Ah ben non, je sais pas. Est-ce qu'elle a sa mutuelle? Ah ben non, je sais pas. Ah mais est-ce qu'elle a des proches? Ah ben non, je sais pas. Est-ce qu'elle peut s'exprimer? Non, ben elle a toujours été comme ça. Et là d'un coup, le signalement apparaît, ce dont on évoquait tout à l'heure. Dans les services sociaux de l'hôpital, c'est de trouver qui peut s'en occuper, et sinon se tourne vers le juge pour qu'un opérateur, comme nos collègues de l'ATG, puisse venir s'en occuper. Alors j'aimerais quand même vous entendre, Ange Finistrosa, sur les détournements, les négligences qu'il peut y avoir parfois. Il s'agit pas de stigmatiser, mais quand j'ai tapé protection juridique des majeurs dans Google, le nombre d'articles et de rapports qui parlent justement de toutes ces défaillances, il y en a énormément. Comment est-ce que vous regardez ça, que ce soit les escroqueries, les violences aussi que parfois
les personnes concernées peuvent subir, Ange Rosa. Alors merci aussi d'évoquer ça parce qu'il y a besoin aussi de communiquer sur ce point et c'est pour ça qu'on fait aussi la semaine nationale de la protection juridique des majeurs pour évoquer tous ces points-là. Alors dans n'importe quelle profession, vous trouverez toujours des personnes mal intentionnées. Oui. Dans notre secteur, et c'est ce que nous à la FNAT on revendique, à partir du moment où vous gérez 1 euro, vous devez avoir un maximum de contrôle. Donc notre regard il est de dire, faisons un état des lieux de ce qui existe en contrôle, faisons un état des lieux sur les situations qui ont dérapé, il doit y en avoir. Alors déjà statistiquement, je souhaite rassurer tout le monde, il y a très peu de cas par rapport à la masse, on a parlé d'1 million de personnes en protection, mais il suffit qu'il y ait un seul détournement et c'est celui de trop. Donc comment on lutte contre ça? 1, les organisations avec la séparation ordonnateur-payeur. 2, la transparence sur la façon dont la gestion est faite. On communique ce qu'on appelle des comptes rendus de gestion, un état financier, au juge. Le contrôle du juge est important. Oui. Le juge doit contrôler. Il y a suffisamment de contrôle justement parce que j'ai cru comprendre que une des limites finalement c'était le fait qu'il y avait beaucoup trop de demandes et un nombre de juges et un juge des tutelles qui était beaucoup trop faible. Alors effectivement, aujourd'hui il y a une difficulté sur savoir quelle est l'efficience du contrôle, qui peut porter le contrôle. Il y a un sujet qui nous met en très forte tension au niveau national, c'est que l'État, fort de ce constat, parce qu'il le sait l'État, il le sait qu'il est défaillant lui-même dans ses propres contrôles. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une absence totale de contrôle, mais en tout cas qu'il n'y en ait pas suffisamment. Eh bien l'État a décidé par un décret magique, si vous me passez l'expression, en 2024, en décembre 2024, de confier à des personnes extérieures à la justice la mission de contrôler les éléments financiers, ce qu'on appelle les comptes rendus de gestion de la personne protégée. Ça change quoi exactement? Alors, il y a 2 choses qui nous rendent vraiment en colère. Pas l'idée qu'il y a le contrôle, hein, et on a des idées, je vais vous suggérer une idée tout à l'heure. Ce qui nous rend en colère, c'est que l'État a décidé que ça serait la personne protégée qui devra payer, vous m'entendez? La personne protégée va elle-même payer le contrôle de sa situation. Non, mais c'est dingue, vous vous rendez compte? Ce qui vous fait dire l'État marchandise l'ultra-vulnérabilité d'ailleurs. Hein, exactement, pour nous on dit, c'est inadmissible aujourd'hui que l'État, sur la partie de la plus ultra vulnérable, crée de toutes pièces par un décret un marché. Voilà, il va y avoir X millions d'euros parce que tous les contrôles vont passer. Alors, il y a des dispositifs, l'État vous dira, de dispense et d'allègement, ça rentrait trop dans la technicité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le juge pourra dire non, la personne ne sera pas contrôlée. Et les critères que l'État a fixés, c'est les gens qui ont le moins d'argent ne seront pas contrôlés. Alors ça aussi, c'est scandaleux. Ça veut dire que si t'as de l'argent, t'es contrôlé. Si t'as pas d'argent, t'es pas contrôlé. Donc, si t'as pas de l'argent, t'es pas contrôlé. Donc, on peut te détrousser. Ultra scandaleux, vraiment scandaleux, et je m'élève ici pour le dire, voilà. Nous on a fait une solution, on a proposé une solution. Allez-y, très rapidement. Je fais super rapide. Bien sûr. On déclare tous nos impôts. Eh bien, que les impôts fassent un contrôle aléatoire, comme n'importe quel citoyen, parce que nous sommes comme n'importe quel citoyen. Pour vérifier finalement que toutes les personnes ne soient pas escroquées, ni par leur entourage, ni par les personnes qui s'occupent d'elles. Merci beaucoup, Ange Rosa, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc président de la Fédération nationale des associations tutélaires. Cette semaine, la semaine nationale de la protection juridique des majeurs continuera jusqu'à samedi avec, je le disais tout à l'heure, notamment des expositions et un podcast au cœur de la tutelle. Merci encore. Merci à tout le monde. Au revoir.